Cette nuit-là, la police trouva la cave secrète sous le salon, sous la villa luxueuse de la veuve aux collines de Cannes. Mais le plus troublant n'était pas la cave elle-même vraiment, c'était qu'il n'y avait aucun corps dedans du tout, juste des vêtements soigneusement pliés dans des malles en cuir, des montres en or, des portefeuilles en cuir, des alliances gravées, appartenant à 10 jeunes hommes disparus sans laisser de traces. Tous avaient aimé la même femme avant de disparaître. 14 août 1952, Cannes, commissariat central, 9 ans du matin précise. Commissaire Dupont reçoit un appel anonyme qui change tout maintenant. Voix masculine jeune, terrifiée, essoufflée comme après une course longue. Elle va me tuer aussi comme elle a tué les autres. Qui va vous tuer, monsieur? De quoi parlez-vous exactement maintenant? La veuve Mercier, Isabelle. Elle a tué tous les autres jeunes hommes. Quels autres hommes? Expliquez-moi précisément ce que vous savez, monsieur. Les jeunes hommes, qui disparaissent à Cannes depuis des années maintenant. Ceux qui vivaient avec elle dans sa villa sur les collines. Ils ne sont pas partis. Elle les a tués, tous assassinés. Clic, fin de communication brutale. Silence mortel dans le combiné après. Dupont vérifiait immédiatement les archives des personnes disparues à Cannes. Et il découvrait quelque chose de profondément troublant qui le glaçait. 10 jeunes hommes disparus dans la région depuis 1948 exactement. Tous entre 22 et 28 ans. Tous beaux, athlétiques, séduisants. Tous sans famille proche, sans attache solide, seuls dans la vie. Tous avaient été vus pour la dernière fois près de la villa Bellevue. Coïncidence étrange ou quelque chose de bien plus sinistre et calculé. Isabelle Mercier, 48 ans, veuve depuis mars 1947 maintenant déjà. Fortune personnelle estimée à 15 millions de francs en actifs divers. Villa somptueuse sur les collines, avec vue imprenable sur la Méditerranée. Belle, encore, élégante toujours, mystérieuse, entourée constamment de jeunes hommes. Elle organisait des soirées luxueuses, exclusives, décadentes selon les rumeurs. Le tout Cannes parlait d'elle entre fascination malsaine et scandale murmuré. Elle collectionne les jeunes amants comme d'autres les tableaux précieux. Elle les séduit facilement, les gâte généreusement, puis ils disparaissent mystérieusement. Mais personne ne posait jamais de vraies questions à ce sujet, parce qu'Isabelle Mercier avait de l'argent et beaucoup de pouvoir. Dupont décidait d'enquêter discrètement sur cette femme intrigante et dangereuse. Il commençait par reconstituer son passé, son histoire complète et détaillée. Isabelle Beaumont, née en 1904, dans une famille bourgeoise lyonnaise respectable, belle dès l'enfance, intelligente, manipulatrice déjà très jeune selon les témoignages. À 18 ans, elle épousait André Mercier, industriel riche de 52 ans, un veuf fortuné, solitaire, facile à séduire pour une belle jeune femme. Le mariage durait 25 longues années sans enfant, sans passion aucune. André contrôlait absolument tout, l'argent, la maison, la vie entière d'Isabelle. Un mari comme une prison dorée, disaient les anciens domestiques interrogés. Elle attendait patiemment sa mort, comme un fauve attendant sa cage. Mars 1947, André mourait d'une crise cardiaque soudaine à 77 ans. Isabelle héritait de tout, 15 millions, 3 propriétés, des actions, multiples. Et elle devenait enfin libre pour la toute première fois de sa vie. À 43 ans, encore très belle, riche et terriblement affamée de vie, elle quittait Lyon immédiatement, s'installait à Cannes, achetait la villa Bellevue, et elle commençait sa nouvelle vie, sa vraie vie enfin libérée. Elle fréquentait assidûment les casinos, les clubs privés, les plages réservées, et elle chassait, cherchait, sélectionnait ses proies avec soin et méthode. Des jeunes hommes beaux, musclés, sans argent, sans famille, sans attache, ceux qui rêvaient de luxe, de facilité, d'une vie bien meilleure. Premier disparu, Marc Dubois, en juillet 1948, 24 ans seulement alors. Serveur dans un restaurant chic du port, beau comme un acteur américain. Isabelle le remarquait, l'invitait à sa villa, le séduisait facilement rapidement. Pendant 3 mois entiers, il vivait comme un prince dans le luxe. Vêtements Dior, voiture décapotable rouge, argent de poche illimité, tout ce qu'il voulait. Puis, un jour d'octobre, il disparaissait complètement sans un mot d'adieu. Ses collègues s'inquiétaient beaucoup. Marc ne partirait jamais sans prévenir personne. Police notifiée, recherche lancée dans toute la région, rien trouvé, dossier classé. Deuxième disparu, Luc Martin, en novembre 1948, 26 ans, musicien talentueux, pianiste dans un bar jazz du Vieux Cannes, sourire charmeur qui faisait fondre. Isabelle l'engageait pour jouer à ses soirées privées et exclusives régulièrement. Il devenait rapidement bien plus, son amant passionné,
son compagnon de nuit, 4 mois de luxe absolu, de champagne Krug, de vie dorée et insouciante. Puis il disparaissait en janvier 1949 sans la moindre explication à personne. Sa sœur alertait immédiatement la police. Luc m'écrivait fidèlement chaque semaine. Puis plus rien du tout, c'est impossible. Il lui est arrivé quelque chose. Recherches menées, interrogatoires multiples, pistes explorées, rien découvert, dossiers classés aussi. Et ainsi de suite, pendant 4 années, 8 autres jeunes hommes disparus. 1949, 2 disparus. 1950, 3 disparus. 1951, 2 disparus encore mystérieusement. 1952, un disparu en mai dernier, puis l'appel anonyme terrifiant, en août. Tous suivaient exactement le même schéma, toujours identique, parfaitement répété. Rencontre fortuite avec Isabelle, séduction rapide et facile, installation à la villa, vie de luxe absolue pendant 3 à 6 mois maximum ensemble, puis disparition. Totale et complète sans trace, sans témoin, sans corps. Dupont interrogeait longuement les domestiques d'Isabelle, cuisinière et femme de chambre. Madame Rousseau, 60 ans passés, au service depuis 5 années maintenant déjà. Ces jeunes hommes vivaient ici avec madame. Vous les connaissiez bien alors? Oui, commissaire. Ils vivaient dans la villa, avec madame Mercier effectivement. Ils semblaient toujours heureux. Ils avaient vraiment tout ce qu'ils voulaient ici. Et puis un jour, ils partaient sans même dire au revoir à personne. Vous ne trouviez pas ça étrange, troublant, suspect, même parfois, madame Rousseau? Madame Rousseau hésitait longuement, regard fuyant, main tremblante légèrement maintenant visiblement. Madame Mercier nous expliquait toujours qu'ils étaient partis voyager à l'étranger. Elle semblait sincèrement triste mais résignée à chaque fois qu'ils partaient. Elle disait toujours exactement la même chose avec un soupir résigné. Les jeunes hommes sont inconstants par nature. Ils cherchent toujours mieux ailleurs. Vous la croyiez vraiment. Vous ne soupçonniez absolument rien de suspect. Au début, oui, je la croyais complètement. Mais après le 5e disparu, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur ses départs. Mais madame me payait très bien, 3 fois le salaire normal, et je ne voulais surtout pas perdre ma place ici au final. Dupont notait tout méthodiquement. La peur, l'argent, le silence acheté efficacement. Il interrogeait ensuite le jardinier, Monsieur Blanc, 55 ans d'expérience. Ces jeunes hommes dormaient où exactement dans la grande villa Monsieur Blanc? Dans la chambre d'amis au 1er étage, belle chambre avec vue sur mer. Je les voyais souvent dans le jardin. Je leur parlais parfois tranquillement. Ils étaient tous gentils, polis, vraiment heureux d'être là chez madame. Ils parlaient constamment de leurs projets, leurs rêves, leur avenir prometteur. Madame Mercier promettait toujours de les aider, de les lancer professionnellement. Et puis un jour, ils n'étaient plus là du tout, disparus complètement. Oui, exactement, madame disait qu'ils étaient partis vers Paris ou l'étranger. Mais leurs affaires personnelles, leurs vêtements, restaient souvent ici après leur départ. Je trouvais ça très bizarre, très suspect, mais j'avais peur de parler. Madame avait quelque chose d'étrange dans les yeux, quelque chose de profondément froid, comme si elle n'avait aucune âme humaine à l'intérieur vraiment. Dupont décidait de confronter directement Isabelle Mercier maintenant, sans plus attendre. Il se présentait à la Villa Bellevue, à 15h précise, cet après-midi même. Isabelle le recevait dans son grand salon luxueux, avec vue panoramique magnifique. 48 ans, mais belle encore. Cheveux au burn brillants, yeux verts perçants inquiétants. Robe de soie blanche Dior, perles véritables, élégance naturelle absolue et troublante. Commissaire Dupont, quel plaisir vraiment inattendu de vous recevoir ici aujourd'hui. Madame Mercier, j'enquête sur des disparitions troublantes survenues à Cannes récemment. 10 jeunes hommes ont disparu sans laisser de traces depuis 1948. Tous avaient un point commun majeur. Ils vous connaissaient intimement, madame. Isabelle souriait doucement. Sourire doux et presque innocent même dans ce contexte. Commissaire, je connais énormément de gens à Cannes. C'est une petite ville. J'organise régulièrement des soirées, des événements mondains. C'est ma vie sociale. Ces jeunes hommes, Marc, Luc, les autres, ils vivaient ici avec vous. Avec vous comme vos amants, dans votre maison. C'est bien exact, madame. Isabelle ne bronchait absolument pas. Pas la moindre émotion visible sur son visage. Commissaire, je suis veuve, riche, seule depuis maintenant 5 longues années. J'apprécie la compagnie masculine. Est-ce devenu un crime en France maintenant? Non, madame, mais leur disparition systématique est extrêmement suspecte et troublante. Ils sont tous partis de leur plein gré, librement, sans aucune contrainte. Je leur offrais un refuge temporaire, un moment de luxe et de bonheur. Puis ils voulaient davantage, ou autre chose, ou aller ailleurs voir.
Alors il partait naturellement. C'est la vie. C'est parfaitement normal finalement. Dupont sortait des photos des 10 disparus, les étalait sur la table basse. Marc Dubois, Luc Martin, André Petit, Paul, Renard disparu sans trace. Thomas Laurent, Jules Mercier, Henri Blanc, Georges Dubois aussi tous disparus. Pierre Martin et Vincent Rousseau le dernier en mai dernier encore. Vous les reconnaissez absolument tous, je suppose. N'est-ce pas, Madame Mercier? Isabelle regardait les photos longuement, calmement, sans aucune émotion apparente visible. Oui, évidemment, je reconnais ces visages. Ils étaient tous chez moi. Beaux garçons, charmants, agréables, tous disparus maintenant. Malheureusement, c'est vrai. Où sont-ils allés précisément? Où sont-ils partis exactement, madame, dites-moi? Je ne sais vraiment pas du tout. Ils ne m'ont jamais dit. Un matin, je me réveillais et ils n'étaient simplement plus là. C'est tout. Leurs affaires personnelles, leurs vêtements, leurs objets de valeur aussi disparus. Isabelle hésitait légèrement. Première petite faille visible dans son masque parfait maintenant. Certains ont tout emporté avec eux. D'autres ont laissé quelques affaires ici. J'ai gardé ces affaires soigneusement au cas où ils reviendraient de les chercher. Puis-je voir ces affaires maintenant? C'est important pour mon enquête, madame. Isabelle réfléchissait quelques secondes, puis souriait de nouveau, mais étrangement cette fois. Bien sûr, commissaire. Suivez-moi. Je vais vous montrer où tout est rangé. Elle le guidait à travers la villa. Couloir luxueux décoré de tableaux précieux. Puis, elle s'arrêtait devant une lourde porte en chêne massif, soigneusement verrouillée. Tout est là-bas en bas, dans le sous-sol de la villa ancienne. Elle sortait une clé argentée ornée de motifs. Elle ouvrait lentement la porte. Escalier de pierre descendant dans l'obscurité. Éclairage faible et vacillant. Humidité froide. Dupont descendait prudemment les marches. Isabelle suivait derrière lui, souriante toujours. En bas, une grande pièce voûtée. Ancienne cave à vin transformée. Atmosphère sinistre. Et contre tous les murs alignés, des malles, des cartons, des boîtes soigneusement étiquetées. Dupont ouvrait la première malle avec précaution, vêtements d'homme pliés soigneusement dedans. Deuxième boîte ouverte, portefeuille en cuir, papier d'identité jauni, alliance en or. Troisième, quatrième, cinquième boîte, toutes identiques, affaires personnelles bien rangées. 10 malles au total, une pour chaque homme disparu, soigneusement organisée et étiquetée. Pourquoi garder tout ça si précieusement, si méticuleusement organisé comme un musée? Isabelle regardait les malles avec une tendresse étrange, caressait une malle doucement. Souvenir précieux. J'aime garder des souvenirs de tous mes moments heureux ici. Ces garçons m'ont rendue heureuse, brièvement mais intensément, pendant quelques mois. Alors je garde leurs traces, leur présence, leurs essences pour toujours. Dupont sentait son cœur s'accélérer dangereusement. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Madame Mercier, où sont exactement ces hommes maintenant? Dites-moi la vérité. Isabelle le regardait fixement, yeux verts brillants étrangement, sourire énigmatique inquiétant. Partis, commissaire. Ils sont absolument tous partis. Définitivement partis pour toujours. Partis où exactement? Dites-moi toute la vérité maintenant. J'exige de savoir. Isabelle s'approchait dangereusement, trop près de lui. Dupont reculait instinctivement maintenant. Vous voulez vraiment savoir la vraie vérité complète sur tout ça, commissaire? Oui, absolument, je veux tout savoir, tout comprendre. Maintenant, immédiatement, madame. Isabelle soupirait profondément, puis elle commençait à raconter tout depuis le début. Mon mari André m'a enfermée comme une prisonnière pendant 25 longues années. J'étais belle, jeune, vivante, terriblement affamée de passion et de vie, mais lui était vieux, froid, complètement impuissant, même depuis des années déjà. Il me gardait jalousement comme un simple objet, comme un trophée sans vie. J'ai attendu patiemment 25 ans entiers qu'il meure enfin pour être libre. Puis je suis devenu enfin libre à 43 ans, libre pour la première fois. Et j'ai décidé de vivre vraiment, intensément, passionnément, sans aucune limite désormais. Ces garçons, je les choisissais soigneusement, jeunes, beaux, vigoureux, parfaits pour moi. Je leur donnais absolument tout. Luxe, plaisir, passion, une vie vraiment dorée. Pendant quelques mois merveilleux, ils étaient mes princes, mes rois, mes amants. Mais ensuite, inévitablement, ils voulaient toujours plus. Ils devenaient exigeants, possessifs. Ils voulaient m'épouser, hériter de ma fortune, contrôler complètement ma vie. Exactement comme André avant eux. Comme tous les hommes finalement toujours. Alors je les arrêtai définitivement avant qu'ils ne m'emprisonnent de nouveau. Dupont reculait encore davantage, main posée sur son arme, prêt à dégainer rapidement. Vous les arrêtiez, qu'est-ce que ça signifie exactement?
Expliquez-moi clairement maintenant. Isabelle souriait largement maintenant, sourire glacial, terrifiant, presque démoniaque, même vraiment. Je les libérais définitivement de leurs désirs terrestres, de leurs ambitions matérielles. Je leur offrais généreusement une dernière nuit parfaite, absolument inoubliable ensemble. Champagne krug millésimé, caviar beluga, plaisir absolu jusqu'à l'aube qui arrive. Puis je leur donnais un dernier verre spécialement préparé, très spécial vraiment. Chloral hydraté en dose massive. Ils s'endormaient paisiblement, doucement, sans souffrir. Et ils ne se réveillaient simplement plus jamais, jamais plus du tout. Dupont sentait la nausée monter violemment. Horreur absolue devant cette confession glaçante. Vous les tuiez froidement, tous les 10 jeunes hommes, assassinés sans pitié, libérés, commissaire, pas tués cruellement, libérés de leur prison mentale terrestre. Et les corps? Où sont exactement tous les corps? Dites-moi, tout maintenant. Isabelle regardait le plafond voûté, puis le sol froid, puis fixait Dupont intensément. La mer, la belle Méditerranée si proche, si profonde, si accueillante toujours. La nuit en bateau privé, très loin des côtes, au large, dans l'obscurité. Pierres lourdes solidement attachées, cordes marines très solides. Ils coulent, disparaissent complètement. La mer garde éternellement ses secrets, toujours, pour l'éternité entière vraiment. Dupont sortait rapidement son arme, main tremblante. Vous êtes en état d'arrestation immédiate. Isabelle riait alors, rire cristallin, presque joyeux même dans cette situation terrible. Arrêtez-moi, commissaire, mais vous ne trouverez absolument rien, jamais aucune preuve. Pas de corps retrouvé, pas de preuves matérielles, juste des affaires personnelles. Des garçons qui sont simplement partis voyager, c'est tout, rien de plus. Vous avez avoué complètement, tout. J'ai entendu chaque mot, tout enregistré. Ma simple parole, contre la vôtre seulement, une veuve respectable contre un commissaire. Qui croyez-vous vraiment qu'on croira? Réfléchissez, pensez à votre carrière. Dupont l'arrêtait quand même fermement. Menottes, transfert au commissariat, interrogatoire officiel formel. Mais là, dans la salle d'interrogatoire, Isabelle changeait complètement sa version des faits. J'ai dit ça pour vous choquer, vous faire peur, vous faire partir. J'étais fatigué de vos questions incessantes, de vos soupçons injustifiés. Contre moi, ces garçons sont tous partis vivants, de leur plein gré, librement. Je n'ai tué personne. C'est ridicule, absurde, complètement inventé par vous. Son avocat arrivait rapidement. Maître Renaud, célèbre, très cher, brillant stratège judiciaire. Ma cliente nie absolument tout, rétracte tout, conteste formellement toutes accusations portées. Vous n'avez aucune preuve matérielle, aucun corps, aucun témoin oculaire direct. Juste des suppositions farfelues, des fantasmes malsains, des jalousies mesquines même. Jalousie. De quoi parlez-vous exactement, maître? Expliquez-vous clairement maintenant, s'il vous plaît. Une femme riche, belle, libre, qui séduit de jeunes hommes facilement. Ça dérange profondément. Ça choque la morale. Ça fait parler méchamment. Votre enquête est basée uniquement sur des ragots, des commérages de bonnes femmes, pas sur des faits concrets, pas sur des preuves matérielles réelles et vérifiables. Dupont savait qu'il avait malheureusement raison, partiellement du moins dans son argumentation. Sans corps retrouvé, sans témoin direct, sans preuve matérielle vraiment solide aujourd'hui. L'affaire était juridiquement fragile, très fragile, presque inexistante devant un tribunal maintenant. Il fouillait minutieusement la villa pendant 3 jours entiers, méthodiquement, complètement, systématiquement. Cave sombre, grenier poussiéreux, jardin luxuriant, garage spacieux, chaque centimètre examiné soigneusement. Il trouvait les affaires personnelles, les mâles organisés, les souvenirs macabres rangés, mais aucun corps nulle part, aucune trace de violence, aucune preuve matérielle. Ils analysaient absolument tout scientifiquement. ADN, sang, fibres textiles, cheveux, empreintes digitales. Rien du tout. Absolument rien d'incriminant. Rien de concret. Rien d'utilisable au tribunal. Isabelle était relâchée après exactement 1 semaine, faute de preuves suffisantes légalement. Elle sortait du commissariat souriante, élégante comme toujours. Presque victorieuse maintenant vraiment. Commissaire, j'espère sincèrement que vous êtes satisfait de votre petit circus médiatique. Cette affaire n'est absolument pas terminée. Je vous surveille, toujours, constamment désormais. Surveillez tout ce que vous voulez. Vous ne trouverez jamais rien d'incriminant, parce qu'il n'y a strictement rien à trouver. Rien du tout vraiment. Mais Dupont ne lâchait jamais prise. Il continuait obstinément, discrètement, patiemment toujours.
Il contactait méthodiquement toutes les familles des 10 disparus, une par une. Sœur de Marc, mère de Luc, frère d'André, cousine de Paul, tous interrogés. Tous racontaient exactement la même histoire troublante, toujours identique, répétitive vraiment. Il m'a dit qu'il rencontrait une femme riche, belle, généreuse vraiment, qu'elle allait l'aider considérablement, le lancer professionnellement, changer complètement sa vie. Il était tellement heureux, excité, plein d'espoir et de rêves merveilleux. Puis soudainement, plus aucune nouvelle, plus d'appels, plus de lettres du tout, comme s'il avait complètement disparu de la surface de la terre. Dupont cherchait ensuite le bateau privé d'Isabelle, le yacht mentionné dans sa confession. Il interrogeait systématiquement les marinas, les ports, les clubs nautiques de la région. Et il trouvait enfin yacht, liberté, 12 mètres, moteur puissant, diesel, très rapide, propriétaire enregistré, Isabelle Mercier. Depuis 1948, 5 années maintenant déjà passées. Capitaine attitré, Georges Vallée, 50 ans, discret, très bien payé pour son silence. Dupont l'interrogeait discrètement dans un café éloigné, loin des regards indiscrets curieux. « Monsieur Vallée, parlez-moi honnêtement des sorties nocturnes en mer avec Madame Mercier. » « Quelles sorties nocturnes ? Je ne vois pas de quoi vous parlez exactement. » « Ne mentez pas, vous risquez la complicité de meurtre, 10 meurtres, perpétuité réelle. » Georges. Vallée devenait extrêmement pâle. Ses mains tremblaient, visiblement sur sa tasse. Madame me payait très bien, 3 fois le salaire normal d'un capitaine. Elle demandait des sorties nocturnes régulières, loin des côtes, très loin au large. Parfois, elle emportait de gros sacs lourds, très lourds, dans le bateau. Je ne posais jamais aucune question. Elle me disait de regarder ailleurs. Je conduisais le bateau. Je restais à la barre. Je ne voyais rien. Vous savez parfaitement ce qu'il y avait dans ces sacs lourds. Georges fermait les yeux, respirait profondément, puis avouait enfin tout complètement. Oui, je savais. Je me doutais fortement. Des corps humains, évidemment. Mais j'avais terriblement peur d'elle. Et j'avais besoin de cet argent. Ma femme était malade. Les traitements coûtaient très cher. J'étais désespéré. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai continué. J'ai aidé sans vraiment aider. Dupont tenait enfin un témoignage direct. Une preuve de complicité au moins. Il s'atteigne, arrêtait immédiatement Georges Vallée pour complicité de meurtre aggravé. Avec ce témoignage crucial, il pouvait rouvrir officiellement l'enquête contre Isabelle maintenant. Nouvelle arrestation, nouveau interrogatoire, cette fois avec des preuves plus solides. Isabelle restait calme, souriante même, comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre. Le capitaine Vallée ment évidemment. Il cherche à se protéger lui-même. Il espère réduire sa peine en inventant des histoires sur moi. Je sortais. En mer la nuit pour admirer les étoiles, c'est tout. Les sacs contenaient du lest, des pierres, rien d'autre vraiment. Le procès commençait finalement 6 mois plus tard, en mars 1953, exactement. Cour d'assises de Nice, salle absolument comble, presse internationale nombreuse, foule immense. Isabelle Mercier, la veuve noire, la mangeuse d'hommes, célébrité malgré elle désormais. Elle arrivait chaque jour élégante, robe Dior, perles, chapeau, comme à l'opéra. L'accusation présentait le témoignage de Georges Vallée, les affaires retrouvées, les disparitions. Mais sans corps, sans preuve matérielle directe, l'affaire restait fragile, juridiquement. Maître Renaud défendait brillamment Isabelle avec une stratégie audacieuse et efficace. Messieurs les jurés, ma cliente est une femme libre, riche, indépendante. Elle aime la compagnie masculine. Est-ce devenu un crime en France ? Ces hommes sont partis volontairement, probablement pour échapper à quelque chose. Peut-être des dettes, peut-être des problèmes, peut-être simplement l'envie d'aventure. Il n'y a aucun corps, aucune preuve de violence, aucune preuve de meurtre. Le procureur combattait férocement mais sans armes vraiment efficaces malheureusement ici. 10 hommes disparus, tous liés à l'accusé, c'est trop pour être coïncidence. Le capitaine témoigne, les affaires sont conservées comme des trophées macabres. Isabelle Mercier est une meurtrière calculatrice, une prédatrice sans pitié aucune. Les familles témoignaient, effondrées, furieuses, désespérées de justice, jamais rendue vraiment. Mère de Luc, mon fils ne serait jamais parti sans me prévenir. Il m'aimait, il m'écrivait chaque semaine fidèlement depuis toujours. Cette femme l'a tué, j'en suis absolument certaine dans mon cœur. Sœur de Marc, mon frère avait enfin trouvé le bonheur, ou pensait l'avoir trouvé. Il me parlait d'elle avec des étoiles dans les yeux, puis plus rien, silence complet, comme s'il n'avait jamais existé.
Le verdict tombait après 4 semaines épuisantes de procès intenses et médiatisés. Non coupable par manque de preuves matérielles suffisantes pour condamnation légale. La salle explosait, cris d'indignation, pleurs de rage, chaos total pendant minutes. Isabelle restait impassible, souriait légèrement, presque triomphante dans sa victoire juridique. Elle quittait le tribunal libre, escortée par la police contre la foule furieuse. Mais sa vie était définitivement terminée à Cannes, impossible d'y rester désormais. Elle vendait tout, villas, yachts, meubles, bijoux, liquidait complètement ses affaires. Elle partait s'installer à Monaco, petit appartement discret, vie retirée et solitaire. Plus de soirées mondaines, plus de jeunes amants, plus de vie sociale brillante. Juste la solitude, les souvenirs et les fantômes de ses 10 victimes. Dupont continuait à chercher pendant des années, obsédé par cette affaire inachevée. Il organisait des plongées en mer, tentait de retrouver des corps disparus. Mais la Méditerranée gardait jalousement ses secrets, aucun corps jamais retrouvé. Isabelle Mercier mourrait en 1968, seule dans son appartement monégasque, 64 ans. Crise cardiaque paisible, mort rapide, aucune souffrance apparente dans son sommeil. Elle fut enterrée discrètement au cimetière de Monaco, tombe simple et anonyme. Pas de famille présente, pas d'amis, juste un prêtre obligé par décence. Aucune inscription sur la pierre, juste son nom et ses dates de vie. 70 ans après, en 2024, l'affaire Isabelle Mercier reste non résolue officiellement. Les 10 corps n'ont jamais été retrouvés dans les profondeurs marines. Isabelle n'a jamais été condamnée légalement malgré les évidences morales accablantes. Mais tout le monde sait maintenant la vérité, la terrible vérité cachée. Une femme qui a transformé sa douleur en monstruosité calculée froide, qui a tué 10 jeunes hommes par vengeance contre son mari mort, qui a fait payer à des innocents les crimes d'un autre. Dans ce monde, les victimes deviennent parfois des monstres impitoyables, vraiment. Et les monstres portent parfois des robes Dior et des perles véritables. La ligne entre victime et bourreau est bien plus fine qu'on le pense. Est-ce que vous comprenez Isabelle, ou la condamnez-vous absolument sans appel? Est-ce que la souffrance excuse le meurtre, ou rien ne l'excuse jamais? Dites-le dans les commentaires, parce que cette histoire nous interroge tous. Si vous voulez plus de crimes qui dérangent profondément nos certitudes morales, abonnez-vous maintenant, nouveau cas chaque mercredi. À très bientôt ici. La vérité n'est jamais simple, mais elle mérite toujours d'être racontée honnêtement.